Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Je suis intervenu quelques fois dans cette enceinte dans le passé. Alors aujourd'hui, je préside une SCIC qui s'appelle le CEBIO, Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme et la bioinspiration, qui regroupe des chercheurs fondamentaux d'organismes de recherche et 70 entreprises françaises, dont les plus grandes que vous connaissez là. Et je terminerai en vous montrant les avantages du vivant. Le vivant, il a 4000 millions d'années. Il se débrouille quand même mieux que nous, il est toujours là. Pour une entreprise qui dure, c'est quand même pas mal, hein, 4000 millions d'années. Et c'est pas par hasard si ce vivant a réussi à se débrouiller comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'humain lui fait beaucoup de mal. Pour une raison bien simple, c'est que l'humain a oublié qu'il était vivant. Voilà. Je dis souvent aux gens, écoutez, vous savez, le fait d'avoir un robinet d'eau qui vous donne de l'eau qui tombe comme ça, de qualité potable, c'est magique. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. C'est pas fait pour laver sa voiture. Et quand je voyais le 31 août 2022, j'allais faire une conférence à HEC. HEC, maintenant, qui invite un physiologiste, c'est quand même pas banal, tu imagines un petit peu. Ça ne sert à rien, ces gens-là. Maintenant, croyez-moi qu'ils ont été terrorisés par cet été 2022. En fait, ce qu'on avait dit, j'étais avec Jean Jouzel hier soir, et Jean Jouzel l'avait dit en 2001, il avait dit, on va vers ce climat, mais pour 2040. On a subi ça en 2022, 42 degrés à Bordeaux le 26 juillet, 39 degrés à Brest. En ce moment, la Loire est quasi à sec, le Pô est à sec. Le Rhône a la moitié de son débit. La Garonne, le 31 août 2022, un tiers de débit, 29 degrés. Comment vous allez refroidir des réacteurs nucléaires avec de l'eau à 29 degrés? Donc, tout le débat lancé sur l'hydroélectricité et puis sur le refroidissement des centrales citées sur les fleuves, c'est un sacré problème. Alors, mon propos, c'est pas de vous coller la trouille encore un peu plus. Hein. Je suis pas là pour vous rendre encore plus hyper anxieux, si vous l'étiez déjà auparavant. Je suis un farouche anti-collapsologie, anti aussi catastrophisme. Je vais vous parler d'intranquillité. J'aime ce terme d'abord parce qu'il est inventé par une femme qui l'a pris à Pessoa. Muriel Fliss est philosophe au CNRS. Tu le connais, Jean-Michel, tu la connais. Et elle parle d'intranquillité, une culture de l'impact. Ce que je voudrais, c'est que quand vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous changez un peu de mentalité en vous disant, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut entraîner? Qu'est-ce qui va se passer? Si je fais pas ça, qu'est-ce qui peut se passer? Une vraie culture de l'impact, que le premier défaut de l'humanité, c'est l'imprévoyance. Tout ce qu'on a fait depuis des lustres, en fait, sans se préoccuper du tout. À l'école polytechnique en 1980, il n'y avait pas une heure d'enseignement sur l'environnement. Et vous avez vu ce qu'on nous a fait comme monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Bien sûr, je ne suis pas là pour jeter l'anathème ou crier sur le passé, simplement pour vous dire que il faut faire un peu plus attention que ce qu'on a fait jusqu'ici. Ça, je n'ai pas un ingénieur à l'époque de faire des véhicules qui consommaient 50 litres d'essence pour les 100 km. Parce que c'était apparemment infini. L'océan, on l'a exploité, c'est infini. L'océan, c'est tellement grand, on peut y aller. Eh ben, l'océan, aujourd'hui, il est mis en coupe réglée. On a eu cette réunion à New York la semaine dernière sur la loi sur la haute mer qui est passée. Bon, c'est les prémices de quelque chose, hein, mais comment on légifère globalement sur des zones qui ne sont pas de non-droit, mais qui n'appartiennent pas à des États riverains, en fait. Hein, c'est une vraie question. Alors, vous allez voir, mon débat, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On est vraiment entre les sciences dures, hein, moi, les maths appliquées, bien sûr, la physique, la chimie, évidemment, la biologie, l'écologie, mais aussi toutes les sciences humaines et sociales. C'est ça l'intérêt de l'écologie, on groupe tout ça, de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie, et puis un poil de philosophie de temps en temps, vous allez voir, c'est pas mal du tout ici. Je suis élève d'Edgar Morin. Edgar, c'est un grand ami. Il va avoir 102 ans le 8 juillet prochain. On discute bien souvent avec lui. Ou Boris Cyrulnik, qui était en photo là tout à l'heure. On travaille beaucoup ensemble depuis longtemps. Donc aujourd'hui, la question, effectivement, c'est d'avoir une réflexion générale sur des bases scientifiques. Je vais le hurler une fois pour toutes ce soir, je ne le dirai plus. La science n'est pas une opinion. Lisez tous vos journaux en ce moment. Écoutez tous les discours politiques. Pendant la campagne, encore ces jours-ci, c'est dramatique. On n'a que des... Je pense que, je crois que, je suis persuadé que, sans aucune base. Et vous verrez que mes 4 piliers essentiels pour nous en sortir dans des bonnes conditions, parce que moi j'espère qu'on va s'en sortir, ça serait trop triste autrement, hein, eh bien c'est justement de mettre tout ça, de mettre en exergue tout ça en même temps. Donc je vais démarrer sur l'intranquillité. C'est Pessoa qui sort ce terme, l'auteur brésilien. L'intranquillité, c'est le fait d'observer ce qui se passe autour de nous, d'être concerné, et de vous mettre dans une certaine vigilance. Je fais plus attention qu'avant.
chaque matin avec mes enfants, comment je me déplace, est-ce que je prends l'avion pour aller dans la maison de campagne toutes les semaines à l'autre bout de l'Europe, comment je fais? Puis tout est à l'avenant, parce que en fait, vous verrez que notre problème, c'est pas plus la voiture que l'avion, que le poulet, que le cochon, c'est la démesure. Et notre économie actuelle, elle ne sait pas gérer ces questions. C'est vraiment le problème que l'on a aujourd'hui avec le monde industriel. J'interviens beaucoup en entreprise maintenant, parce que ils sont terrorisés par l'été 2022. La nouvelle loi ZAN, zéro artificialisation nette, bon, ça les préoccupe quand même beaucoup, bien évidemment. Hein. Tout ce qu'on met comme contraintes diverses et variées, avec un but précis, c'est que l'écologie n'est pas là pour mettre des contraintes, elle est là effectivement pour être utilisée en tant que science. C'est la science des relations entre les êtres vivants. Vous allez voir, je fais une grosse différence entre écologie et écologisme. Ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je dirais que tous les partis politiques, s'ils ont pour but d'améliorer la relation, l'harmonie entre les humains et cette planète, devraient faire de l'écologie scientifique. Commencer très jeune aussi. On travaille avec un mouvement basque en ce moment qui s'appelle Water Family. C'est des jeunes avec les grands sportifs. Il y a Lissarassou, le footballeur avec nous, il y a les frères Crépel, il y a plein, il y a 8 ou 9 médailles olympiques. C'est enseigner l'écologie scientifique aux enfants quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Démarrer très très jeune. Et ceux qui vont peut-être modifier le comportement des parents d'ailleurs. Et mon dernier coup de colère contre ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous assassiner en ce moment au lycée l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. J'ai crié depuis longtemps, on a fait des émissions de radio, de télé, à l'Académie de médecine, il n'y a pas très longtemps. On fêtait le bicentenaire. Bon, les médecins de l'Académie, c'est quand même pas des tupamaros, hein, c'est pas des guerrilleros. Ils se sont levés en hurlant « La biologie est une option » chez nos gamins en terminale. De qui on se fiche? Donc, ça veut dire qu'il faut revenir à quelque chose de vous allez voir qu'une grande partie de ce que je raconte, ça s'appelle du bon sens, en fait. On revient à des choses un petit peu différentes. Donc, je vais démarrer sur les écosystèmes. C'est quoi un écosystème? C'est une construction du vivant, du biologique, sur une géodiversité antérieure. Part sur une falaise, sur un cristal de quartz, sur un sol de granit ou de calcaire. Le vivant s'installe et construit quelque chose. Les espèces s'associent pour construire l'écosystème. Je vous ai mis ici les deux plus riches au monde en nombre d'espèces ramenées à la surface. Sur Terre, c'est bien sûr la forêt tropicale humide, ici. Peut-être 30 000 espèces sur 1 kilomètre carré de forêt tropicale. Ici, on est en Guyane, on reste en France. Hein. Il y a combien d'espèces vivantes en France? C'était mon boulot quand je présidais cette grande maison d'à côté. Ce matin, on est à 101 323 espèces, en métropole. Hein. Espèces, donc, ce sont des bactéries, des protistes, des champignons, des plantes et des animaux aussi. Et l'humain est dedans, bien évidemment, c'est une espèce parmi toutes celles. Et donc là, Megadiver hotspot, beaucoup d'espèces. Et ça part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Destruction de la forêt tropicale humide. 3 gisements, il n'y en a pas 50. Le bassin du Congo en Afrique, en Amérique du Sud, l'Amazonie, et en Asie, les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo. Voilà. Vous avez dans nos collections ici à Paris 72 millions d'objets, de côté de la rue, là. La moitié de ce qui est vivant sur la Terre aujourd'hui, plus de la moitié, 52%, vient des forêts tropicales humides. L'équivalent marin, il est là. Il peut être aussi français, c'est le cas ici, Nouvelle-Calédonie, c'est le récif du Grand Sud. Là, vous avez 5 à 6 000 espèces par kilomètre carré. Déjà, beaucoup moins d'espèces en mer, hein, on verra pourquoi. C'est-à-dire que là, par contre, vous avez 600 poissons différents sur un carré de 1 km, plus que dans toute l'Europe. Vous voyez, ces exemples de milieux extrêmement riches qu'on appelle megadivers, hotspots, points chauds. Hein. Pourquoi très riches? Parce qu'ils sont souvent dans des zones où il n'y a pas beaucoup de saisons, en fait. On est souvent sur la ceinture intertropicale. Il y a des saisons des pluies, mais le vivant adore la stabilité. On va le voir au niveau médical, on le sait bien, je vais vous raconter ça. Hein. L'homéostasie, c'est la clé. C'est génial, mais ça coûte super cher en énergie, l'homéostasie. Et vous allez voir que l'océan est aussi autant en homéostasie que notre sang. C'est assez génial. Moi, je m'adore comparer le sang humain à l'océan. Depuis toujours, on a fait ça dans les zones estuariennes, c'est super intéressant. Mes amis médecins ici, pourquoi vous mesurez 142 millimoles de sodium dans du sang humain, 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium? Ce n'est pas le fait du hasard. Hein. C'est l'origine du vivant, des premières cellules qui vont se diversifier dans l'océan ancestral il y a un peu moins de 4 000 millions d'années, hein, dans l'océan ancestral. Donc, et ça on a tué la moitié des coraux en 50 ans. Voilà. La Martinique, il ne reste pas 1% du corail dans l'état initial.
Le beau corail, dans les zones françaises, c'est la Nouvelle-Calédonie, évidemment, bien sûr. Tahiti, c'est un peu abîmé aussi. On verra le blanchissement du corail quand on va découpler la symbiose entre les microalgues qui sont dans ce corail. C'est un fabuleux système entre le végétal et l'animal. Le corail, ce n'est pas une plante, c'est un animal, mais il héberge des dinoflagellés. N'oubliez pas que le plancton marin nous fabrique plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. On le remplace par des plastiques. Donc vous allez voir que l'humain, c'est vraiment réfléchir à ce qu'il est. Mon but au démarrage, c'est vraiment vous convaincre que vous êtes vivant, que vous appartenez à ce tissu vivant et qu'on ne peut pas se passer des autres. C'est ça parce que si vous l'admettez, vous verrez que ça va changer beaucoup nos relations à tous les niveaux. Et One Health, c'est ça, la santé humaine totalement dépendante de la santé animale, mais aussi du mildiou de la vigne et puis aussi des petits coléoptères qui mangent les clones de pain maritime dans les Landes, par exemple. Alors, l'humain, voilà ce qu'il fait. Shanghai, le tiers des Français. Voilà, une ville, le tiers des Français. Alors, on détruit tout, puis le vivant se réinstalle petit à petit. Ici, à Paris, en ce moment où on est là, on connaît en gros en France, on a fait le tour maintenant, 7000 espèces de plantes, en gros, grosso modo. On n'en trouve pas tous les jours. 7000 plantes sauvages en France. Il y en a 1000 dans Paris, quand même. Ce n'est pas un désert. Tout l'intérêt des sciences participatives, c'est de vous faire participer tous en tant que citoyens à l'enregistrement des données. Vous avez mangé quand votre première tomate? Quand est-ce que vous avez récupéré le premier pruneau à Agen, hein? Quand est-ce que vous avez fait votre vendange la première? Et vous lisez le changement climatique. Nos abeilles ici en France avaient vu le changement climatique dans les années 70. C'est très, très net dans leur comportement. Puis on arrive à des paradoxes. Le miel qu'on fait au Jardin des Plantes, ici en face, est de bien meilleure qualité que le miel des paysans d'à côté dans la Beauce. Hein. Pas de pesticides. Donc voilà, c'est comment on revient à ce qu'on est, à cette indispensabilité de nous relier à ce vivant. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais vous surprendre. Alors, les drames actuels, ils sont deux. Le climat qui change trop vite. Je vous ai mis en haut la remontée à température de la surface de l'océan sur 150 ans. Ça s'envole. Pareil, bien sûr, pour l'air, bien évidemment. Et en bas, le corollaire, c'est la mer qui remonte très vite. L'océan était monté de 1 mm par an depuis 3000 ans. Là, il est 6 fois plus fort sur 20 ans. Aujourd'hui, on est sur des systèmes, là, on est, oui, effectivement, des prévisions au moins du mètre à la fin de ce siècle. Faites une carte de France avec 1 mètre d'eau plus haute. La Bretagne, l'île de Ré, alors on me dit, retirez-vous du trait de côte, c'est bien. Mais sur une île, on arrive de l'autre côté. Donc, ça va poser quelques soucis à terme, bien sûr, au niveau de la pratique de se protéger. Les grandes villes du monde, cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de l'océan, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous avez enlevé Chicago, Paris et Moscou, toutes, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, elles sont au bord de l'océan, en Amérique du Sud aussi. Bangkok est déjà quasi sous l'eau. Mumbai, c'est une catastrophe. New York serait sous l'eau si on ne pompait pas l'eau de mer en permanence. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. L'inertie du système est telle que là, on est parti pour quelque temps. Donc, le climat, on va en parler un petit peu. Et puis, le deuxième problème qui me préoccupe encore plus, moi, et puis je râle parce qu'on n'en parle pas assez, c'est le vivant. Voilà, je vous ai mis l'espèce la plus emblématique française qui est en train, sous nos yeux, de disparaître définitivement. On verrait que le mot extinction, je le prononce assez peu, moi, pour l'actuel. On a eu des crises d'extinction. Les écologistes en parlent sans arrêt. Pour moi, la seule espèce qui est vraiment en train de s'éteindre en France, c'est lui. C'est l'esturgeon européen. On m'empêchait en Méditerranée, il y en avait dans le Pô, il y en avait dans les rivières, dans la Dordogne, la Gironde, la Garonne. Il part. Il ne reste même pas 200 individus adultes. Un esturgeon qui va en mer et qui revient se reproduire en rivière. Il y en avait en Italie, il y en avait dans la région du Pô, tout parti. Pourquoi? Parce que dans les années 1920, au moment de la révolution russe, bon, on les bouffait même pas. Hein. Il y a des pêcheurs locaux. Le caviar russe n'arrive plus. Mais vous savez, on en a en France du caviar excellent. Et on vendait le caviar de l'esturgeon de Gironde dans des boîtes en cyrillique. Ça faisait chic. Hein. Il arrivait de Russie ou d'Iran. Et on éteint complètement les stocks de ce poisson très indolent qui ne peut pas résister à un chalut, bien évidemment. Il part. Donc, il y a une diminution. Alors oui, si je définis ce qui se passe aujourd'hui, quand je ne parle pas d'extinction, scientifiquement, c'est un effondrement, je pèse chaque mot, du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. C'est ça qu'on vit. Et une explosion du domestique. 30 milliards de poulets. Ils pèsent presque aussi lourd que tous les individus des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la Terre. 1,3 milliard de vaches, il y a beaucoup plus de biomasse de vaches que d'humains. C'est là qu'on a ces questions de démesure que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr. Alors, parmi tous ceux qui sont bons, il y a un petit nouveau qui vient d'arriver et qui nous empoisonne l'existence. Il s'appelle coronavirus 19.
Il apparaît en Chine, durant l'été les Chinois ont beaucoup menti au début, puis ils continuent. Donc ça démarre effectivement en Chine durant l'été 2019. Alors, je vais être très clair aussi, parce qu'on a, excusez le terme, les bêtises qu'on a écrites sur coronavirus 19, l'humain ne l'a jamais inventé. C'est un virus de chauve-souris. Je suis formel. Ça fait 20 ans qu'on va dans les grottes en Chine les chercher. On va là Laos, au Vietnam, au Cambodge. Les virus de chauve-souris. Ce que l'humain a fait, c'est qu'il a créé les conditions du saut d'espèces. Hein, il a créé les conditions pour que ce truc devienne infectieux sur des cellules humaines. En fait, il a été capable de... Vous savez, un virus... Alors on me dit, est-ce que les virus, c'est pas vivant? Bon, ça me fait rigoler, parce que si on peut les tuer, je ne sais pas comment on peut vous tuer si vous n'avez pas vécu avant. Bon, on peut discuter. Hein. Mais par contre, il est spécial. Il ne sait pas se reproduire tout seul, vous le savez bien ici à la Pitié. Ça veut dire que ce virus doit utiliser la machinerie moléculaire d'une cellule qui va contourner les défenses, comme à château fort. Hein. Si on contourne les défenses, on s'installe. Et puis là, on va utiliser la machinerie, la machinerie moléculaire de la cellule pour faire non pas des petites cellules, mais justement des virions, des virus. Et ce truc est devenu infectieux chez l'humain. 15 gènes. On a quand même pas mal emmerdé avec 15 gènes quand même. On en a 29 000, les humains. Et comment ce truc a pu créer tout ça? Il a connu très fort en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Afrique et Asie, on n'a pas vraiment les données. Donc c'est intéressant d'y réfléchir. Et bien sûr, comme il dure longtemps, puis qu'il n'est pas si méchant que ça. En gros, on fera le bilan maintenant. On va finir à 20 millions de morts, à peu près un mort sur 100 personnes infectées. Ce n'est pas un virus méchant, ce n'est pas Ebola, ce n'est pas le SRAS qu'on a eu en 2001, même le MERS des années 2011-2012. Hein. Et c'est pour ça qu'il est super embêtant. Il est très polyvalent dans sa symptomatologie. À certains, ça ne fait rien du tout. À d'autres, on fait des formes très graves et très embêtantes. Et puis, comme il va sur sa dure, un virus, il évolue à peu près 4000 fois plus vite que vous en nombre de mutations. Ben, évidemment, il change, quoi. Hein. Et puis, comme ça, il faut des vaccins en permanence qui changent, qui varient selon les souches. Ce n'est pas très simple. Imaginons qu'on va arriver sur la queue de comète du 19. Mon problème à moi aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est d'empêcher le prochain d'arriver. Et là, on a repris exactement de la même façon. J'ai fait un papier que j'ai envoyé à Yves, pourra vous le donner, qui s'appelle en avril 2020. Donc, on est en plein milieu, et je croyais, j'étais naïf comme tout, j'ai dit voilà, enfin, l'électrochoc collectif salutaire dont on avait besoin. J'y crois plus aujourd'hui. Même frénésie de développement, quand on repart, combien d'avions avant? On vend des billets d'avion à 4 € pour aller de Bordeaux aux Canaries. Il y a un vol qui fait Londres-Malaga tous les samedis, qui n'emmène que des types parce qu'ils vont picoler, ils ne parlent pas un mot de castellano. Hein. 2 livres pour boire. Est-ce qu'on a inventé les avions pour faire ça? Le patron des EasyJet, il hurlait, il me dit, professeur, c'est scandaleux, le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. Mais j'aurais honte de dire un truc comme ça. Et c'est cette démesure de l'humain dans ses relations à tout ça qui nous pose vraiment des problèmes. On va y revenir. Donc voilà, bon, je passe rapidement là-dessus. Donc d'abord, le premier endroit sur la Terre où il n'y a pas de vie, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas 50. Et la vie dans les grands fonds océaniques, au sommet de l'Everest, partout, on fore les basaltes au sud du Groenland, à 1 km de roche, il y a des bactéries. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est la lave de volcan, au-delà de 1000 degrés. Mais quand la lave a été émise, qu'elle se refroidit, eh bien, le vivant s'installe, bien sûr. Hein, les premières bactéries, les protistes, les champignons, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça se réinstalle. C'est facile pour le vivant. Donc, alors, question qu'on se posait beaucoup quand Lucie, il y a 3,2 millions d'années, tous les matins, est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Puis, deuxième question, est-ce que moi, je ne vais pas être bouffé aujourd'hui? Hein, parce qu'il y avait quand même des lions dans la savane, il y avait des panthères, il y avait des hyènes, pas simple. Hein. Puis les questions environnementales, on ne va pas les voir toutes, hein, vous les connaissez bien aujourd'hui. Comment on est passé du feu à l'énergie nucléaire en passant par tous les hicks. Hein. Maintenant, on parle d'exposome. C'est ça qui est très à la mode en ce moment avec mes amis de l'INSERM, avec Robert Barouki. On fait de l'exposome, de la réaction de l'humain à tous les niveaux aux contaminants, hein, un pesticide, un métal lourd, par exemple, disséminé par l'humain. Et puis tout ça dans une raison de démographie qui galope. Alors là, c'est 2 chiffres qui sont assez foudroyants. Hein. 1941, 2 milliards d'humains. On est 8 depuis le mois dernier, 8 milliards d'humains. Ce n'est pas bien sûr sans signification, vous imaginez bien. Et les ressources qui sont en adéquation avec ça, on va chercher. Là, la grande conférence qu'on est à New York la semaine dernière, c'est pour essayer de faire qu'on ne va pas aller chercher dans les fonds marins tous les métaux lourds qu'on a déjà disséminés partout sur les continents. C'est une vraie question, bien sûr. Paul Ehrlich, c'est un vieux monsieur, il a l'âge d'Edgar Morin. Il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelques années. Et il dit, can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations?
Question est lancée. On va essayer d'y répondre. Alors, quand on prend les mesures environnementales poussées par des mouvements politiques sans se préoccuper des questions sociales, voilà ce qui se passe. Ça s'appelle les Gilets jaunes. Novembre 2018. Hulot est parti, il est parti au mois d'août, il était ministre, et puis là, ben voilà, on prend une mesure, les écolos ont lancé, l'essence n'est pas assez chère, moi je l'avais dit souvent aussi, hein. Et puis ben voilà, et ben ça part. Et puis c'est une véritable révolution qu'on n'avait pas eue, qui nous a empoisonnés quand même pendant pas mal de temps. Là, on a des soubresauts encore en ce moment. Alors le paradoxe, c'est comment se fait-il que pour quelques centimes, au mois de novembre 2018, ça a été la révolution, le gasoil a beaucoup plus augmenté aujourd'hui, il n'y a pas de révolution aujourd'hui. Tout ça, c'est dans des aspects sociétaux et sociaux extrêmement importants à prendre en considération. Pas raisonner comme ça. Chaque fois, Yves a eu raison de le dire, chaque fois que vous avez un changement climatique ou un effondrement du vivant, vous avez un impact social. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, il faut les prendre en compte, hein, avec effectivement autant d'humains. Alors, le paradoxe de ça, et c'est là que l'économie ne colle pas, ça s'appelle la spéculation. Le baril de pétrole valait à ce moment-là 65 $ US le baril. Vous savez à combien il tombe le baril le 20 mars 2020 quand le président Macron annonce le confinement? Négatif. Vous donnez de l'argent le 20 mars 2020 pour stocker du pétrole qu'ils avaient extrait, qu'on ne savait plus où mettre. Là, il est revenu un peu plus de 100 $. On ne peut pas, ce qu'on a fait, c'est un crime contre l'humanité, indexer les prix des denrées alimentaires à celui du pétrole. Ce n'est pas possible. Donc cette dépendance-là, il faut vraiment qu'on en sorte. En plus, il nous a fait beaucoup de mal, puisqu'on connaît bien sûr les effets des gaz à effet de serre, dont on va reparler un tout petit peu tout à l'heure. Alors voilà, c'est quoi le vivant? C'est ça la question en fait qui est fondamentale. Avec mes amis médecins, on aime bien discuter aussi. J'ai discuté avec Ronco, tu te rappelles, à l'époque, ou bien avec d'autres amis à la Pitié et puis à l'Hôtel-Dieu. Pour eux, il y avait l'humain et la souris transgénique. Bon, il y avait comme les pathogènes. Je dis, attends, il y a un petit peu plus que ça. Qu'est-ce qu'on connaît? 2,4 millions d'espèces sur la Terre. Hein, des virus. Je ne compte pas les virus. Les bactéries, des protistes, des champignons, des plantes et des animaux. Ben, ce sont d'abord des bactéries. N'oubliez jamais que nous sommes dans un monde bactérien. Tout est bourré de bactéries. Ici, tous dans la salle, vous avez plus de bactéries dans vous et sur vous que de cellules humaines. Quand vous êtes beau quand même, plein les cheveux, les trous de nez, les oreilles de bactéries. L'utérus, le tube digestif, c'est rempli de bactéries. Votre lit, ce que vous mangez. Donc, arrêtons de croire que l'humain est un espèce de truc extraordinaire qui sort comme ça. C'est pas ça du tout. On est une construction incroyable. Et on sait maintenant que si le dialogue et l'harmonie ne marchent plus entre nos bactéries symbiotes et nos cellules humaines, eh bien, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Vous voyez que ben, finalement, ça va nous rabattre un peu notre caquet pour imaginer ce qu'on est. C'est très important d'y revenir en permanence. Alors, l'ADN est libre. Alors, c'est quoi une cellule initiale et une bactérie? C'est une membrane, de l'eau liquide dedans, de l'eau liquide à l'extérieur et des échanges. L'eau dissout les sels, on appelle ça des électrolytes. Et puis, c'est ça, tout le temps. Nous sommes, nous également, faits des mêmes systèmes, en fait. Puis la grande question de la biologie du développement, c'est comment, à partir de l'union entre un ridicule petit spermatozoïde du mâle humain avec un énorme ovocyte femelle d'une femme, vous arrivez à avoir ces cellules. Ben, on parlait des neurones tout à l'heure, on parle des cellules musculaires, des éléments figurés du sang. Hein, tout ça va se faire au cours du développement. Au stade J3, l'embryon humain, quand il migre dans l'utérus maternel, c'est la nidification, c'est 97% d'eau liquide. Le bébé à la naissance est 3/4. Peut-être qu'on pourrait faire un peu plus attention à ce qu'on est, de l'eau liquide, des sels et des cellules. C'est vraiment ça. Et vous allez voir au niveau des séquences d'ADN, c'est super intéressant. Les protistes, alors ça, on les oublie tout le temps, les protistes. Je vous ai mis ici des dinoflagellés marins de l'expédition Tara Océan. On est parti au large de Bordeaux. On prend de l'eau de mer à 3 mètres de profondeur. On séquence tout ça et on ramène des trucs pas connus. 600 000 séquences sur 4 ans. Pas connus. Des virus, des bactéries, des protistes. C'est ça l'océan. 98% de la biomasse de l'océan, j'enlève les baleines, les poissons, c'est ça. Et ça, on n'en tient pas du tout compte. Alors, je vous ai mis des dinoflagellés ici, et ça nous fait la moitié de l'oxygène de la Terre. Ne l'oubliez jamais, il n'y a pas que les arbres. On les remplace par des matières plastiques en ce moment. Et puis les levures. Ben, les levures, écoutez, c'est fabuleux, les levures. Sans levure, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de français, simplement. Alors, quand on me dit, moi, je suis chef d'entreprise, tu comprends, la biodiversité, c'est une question d'écolo farfelu, je suis en dehors de ça. Attendez, on ne mange que du vivant
et on vient de le voir, on ne coopère qu'avec du vivant. La comorbidité du Covid-19, c'est remarquable. Hein. Il a cogné là où ça faisait mal. Sans attention, il n'a pas de dessin intelligent, le coronavirus 19. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on regarde ça de très près. Alors après, les plantes et les champignons, bien évidemment. Là, c'est un volcan à La Réunion qui a arrêté de cracher. Donc quelques jours après, le vivant s'installe. Les animaux, je vous ai mis un petit tardigrade, c'est un de mes chouchous. Puis un nouveau venu, c'est lequel celui-là? C'est le blob. C'est quoi un blob? C'est génial. C'est ni un champignon, ni une plante, ni un animal. C'est un protiste. Hein. C'est une grosse, si vous voulez, une grosse amibe. Hein. Elle peut faire 1 m², la cellule, une seule cellule, plein de noyaux. Elle est très polynucléée. Elle ne demande rien à personne. Elle vit dans nos forêts. Elle bouffe des micro-champignons. Et puis, il y a une jeune femme qui s'appelle Audrey Dussotou à Toulouse. Alors, les écolos me disent, il y a des espèces remarquables. Il y a des espèces remarquées par l'humain. Si elle n'avait pas remarqué le blob, ben, il n'aurait jamais été remarquable, ce truc. Hein. Il est dans les forêts et tout. Alors, il mange des champignons. En élevage, elle trouve qu'il mange des flocons d'avoine. Et c'est parti. Thomas Pesquet en emmène un là-haut dans l'ISS. Et nous, au CNRS, on en distribue 4500 colonies de blob à 4500 classes de gamins français qui les élèvent et qui pleurent quand leur blob est un petit peu malade et tout. Et j'ai une petite fille un jour à Toulouse, son blob était tout orange. Elle me dit, Gilles, bah, oui, il ne va pas très bien. Comment tu le nourris? Bah, je donne des flocons d'avoine. Quels flocons d'avoine? Du bio, et ça rend le blob malade. J'adore les réponses du vivant aux préoccupations de l'humanité, qui prennent une leçon d'humilité. Pourquoi il est devenu symbolique, le blob? Parce qu'il a horreur de deux choses. Il a horreur des températures élevées et du manque d'eau. Et en ce moment, on va à fond vers un système de température élevée et de manque d'eau. On est en plein dedans. Hein. Donc, il est le symbole un peu du changement climatique. Enfin, ça, c'est notre boulot au muséum. On adore faire des trucs comme ça. On est payé pour faire ça. À quoi ça sert? On peut en discuter. Hein. Le vivant n'a jamais fait de classification. Nous, on adore faire ça. Depuis Carl von Linné. Enfin, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est la périphérie ici. Ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. 4 milliards d'années, première cellule dans l'océan. Et voilà aujourd'hui le système du vivant. Je vous dis 2,4 millions d'espèces connues, probablement 20 millions avec nous encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, un cadeau que je vous fais ce soir, là, parce qu'il m'a invité, c'est ici, un nouveau pour la France, une nouvelle espèce, une grosse en plus. Hein. C'est un nudibranche, j'ai découvert en Corse en janvier 2021, nouveau. Alors, attendez, il n'est pas apparu en 2021, il était là depuis toujours, bien sûr, mais il n'avait pas été remarqué encore par la recherche scientifique. Alors, quand la FDSEA me dit, professeur, oui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave, vous en trouvez des nouveaux tous les ans. Je dis, attendez, ces nouveaux étaient là depuis toujours, en fait, on les remarque différemment. Pour qu'une espèce soit déclarée connue, il faut un cahier des charges. Hein. Un, on s'assure qu'il n'a pas déjà été décrit dans la littérature, et ce n'est pas si facile que ça, il faut vraiment des spécialistes. Hein. Deux, on le dessine, on le photographie, on le séquence et on le met accessible dans un musée d'histoire naturelle quelque part pour que le spécialiste puisse aller le voir. Voilà, c'est ça la clé. Tant qu'on n'a pas fait ça, elle n'est pas connue. Quand on ramène 600 000 séquences de Tara Océan, on va mettre 30 ans à les déposer. Hein. Ça va prendre un temps fou. En plus, les micro-organismes, c'est très difficile à déposer. Beaucoup plus qu'une girafe ou un éléphant ou un panda, bien évidemment. Hein, ou une carotte. Hein. Celui-ci, ben, écoutez, il est intéressant. On va revenir en Corse. Il s'appelait Polagus. Il vivait que en Corse. 8000 ans, les humains débarquent en Corse, trouvent ce truc. 2000 ans après, tout bouffé, il n'a plus. Tout mangé. Sur les îles, c'était dramatique. Et Prolagus, c'était le lapin rat, il est gros comme ça, là. Il est parti. Alors, ben, oui, alors maintenant, il faut en refaire. Maintenant, on va le reconstruire. Attendez, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. C'est Prolagus et celui-ci, moi, j'ai vécu très mal parce que je le connaissais en 2007, le Beiji, le dauphin du Yangtze-Kiang. On faisait des systèmes, on envoyait des faisceaux d'ondes dans l'eau. Il répondait à l'écolocalisation. Ben, il ne répond plus du tout. 2007, il est parti. Et là, c'est vraiment une extinction. Le dernier des derniers est parti, en fait. Alors, vous me direz, est-ce que c'est grave, docteur? Ben, c'est les premiers de longue liste qui vont continuer en permanence. Le monde peut tourner sans le BIG ou sans le Prolagus. Hein. La question, c'est que pourquoi d'abord on se permet éthiquement, nous, de les faire disparaître, alors qu'on les a eu avec nous. Ma petite fille n'aura jamais le droit au BIG. Hein. Moi, j'ai eu le droit au BIG. Donc, c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu. C'est Lévi-Strauss, que j'adore, l'année, il meurt en 2008, où il raconte dans ce texte superbe, il dit « Chaque perte d'espèces vivantes, elle est irrémédiable. » On l'a perdu. Et même si maintenant des gens me disent, bon, on va refaire un mammouth, attendez, on va refaire un mammouth.
Porté par une éléphante, on aura un éléphant avec des poils orange sur le derrière. C'est pas un mammouth, ça. Idem pour le thylacine d'Australie, par exemple. Ils veulent refaire un homme de Néandertal. Alors là c'est Frankenstein. Hein. Un jour, il va les bouffer, les scientifiques qui vont refaire des Néandertals. On leur a pas demandé leur avis. C'est là que franchement, puis chaque truc, c'est à coût de millions de dollars, hein, un truc comme ça. Revenons à ce qu'on est, à ce qu'on peut faire. Vivons avec ce qu'on a encore autour de nous. Empêchez-les de partir. On a sauvé une perruche en Nouvelle-Zélande avec un couple. On a réussi. Il avait trouvé une île qu'on dératise. Je ne vous raconte pas le coup pour enlever tous les rats d'une île. Et la perruche, maintenant, ils ont après 800 individus sur cette île de Nouvelle-Zélande. Elle est là. Cette perruche, par contre, elle ne sait pas qu'elle est en voie de disparition. Donc, elle pond 2 œufs au centre du nid et 2 œufs à la périphérie du nid. Et que les parents reviennent, ils bougent et craquent les œufs, tombent par terre et se cassent. Pour les colos, c'est monstrueux, des œufs d'espèces en voie de disparition qui se cassent par terre. Donc, on a ramené tous les îles au centre du nid. Catastrophe! Maintenant, elles pondent tout le temps à la périphérie du nid. Foutons-leur la paix. Vous allez voir que le vivant, en fait, c'est génial. Si vous lui foutez la paix, il est génial. Là, si je reviens avec mon copain Cyrulnik, on parle de résilience. Oui, mais n'oubliez jamais une chose. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Alors, l'humain, comment oublier ça? Hein. Non, non, non. Vous allez d'abord à un trauma profond, vous allez pouvoir ou non y résister. Donc, il y a une résistance très importante. Et après, selon le degré de résistance et la façon dont cette trauma vous a affecté, vous allez peut-être résilier vers quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait avant. C'est très important d'y revenir. Et c'est pareil pour les écosystèmes. En fait. Voilà, alors, vous les connaissez, les écosystèmes. Choisissez ceux que vous préférez, de l'eau de mer, de l'eau douce, des montagnes, des vallées, des plaines, des zones humides. Mais n'oubliez jamais celui-là. Hein. Ah, c'est votre intestin, là, en ce moment-là. Enfin, c'est celui d'un bébé. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est l'utérus de la maman. Et au moment de la rupture de la poche des os, c'est le moment où le bébé humain entre en contact avec la vie terrestre. Avant, il ne l'est pas. La fécondation est profonde chez l'humain. On a dit la nidification dans la paroi utérine, et puis ensuite le développement du bébé, le placenta, il se développe. Mais c'est au moment de la rupture de la poche des os que tout ça se casse en morceaux, et puis il va sortir le bébé par les voies naturelles. Et à ce moment-là, il va aller chercher. Il ne va pas se contaminer, il va s'ensemencer des bactéries de la maman. Maintenant, quand on fait des césariennes, on le fait, bon, ça marche très bien. Hein. Quand on sort le bébé par voie artificielle, on fait un frottis sur la maman et on remet des bactéries de la maman dans la bouche et dans l'anus du bébé. C'est génial. C'est ça la biologie de base. Hein. En fait, on revient à des choses qui sont vraiment fondamentales. Voilà, je vous emmène à Chauvet. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à l'original de Chauvet. J'en pleure à chaque fois. Là, je suis avec Jean-Marie Chauvet. Jean-Marie découvre avec ses amis là, cette grotte le 19 décembre 1994. Il la révèle au monde. 18 espèces d'animaux sauvages à Chauvet, 8 à Lascaux. C'est 20 000 ans avant. Lascaux, c'est 20 000. Ils n'ont que 2 pigments à Chauvet, hein, l'oxyde de fer, le rouge, et le noir, c'est le charbon de bois. Très facile à dater au carbone 14. Ils écrasaient les torches sur le mur, on retrouve ça 36 000 ans, 37 000 ans, 38 000 ans. On est juste à la fin de l'extinction de Néandertal, 40-41 000 ans. On sait qu'à l'époque, le prix Nobel de médecine de cette année, c'est quand même pas mal. Hein, c'est le séquençage du génome de Néandertal. Ils se sont hybridés avec les humains. Hein. On a tous quelques gènes de Néandertaliens en chacun d'entre nous. Intéressant. Ça s'est passé où? En Europe de l'Est. On a fait une découverte très belle récemment avec mes amis du Musée de l'Homme en Bulgarie. On a trouvé dans une grotte, on n'avait jamais trouvé, un père et sa fille. J'ai dit que moi, ça, c'était le papa et ça, c'était sa fille. C'est très émouvant. Hein, on revient à des modes de vie comme les nôtres, en fait. Hein, dans une grotte, effectivement, à ces époques. Et grâce, effectivement, à ces travaux, il y a un beau travail qui a été fait sur la peste noire cette semaine dans Nature, où ils se rendent compte qu'on a 2 cimetières que je ne connaissais pas, un au Danemark et un en Angleterre, où ne sont enterrés que des gens morts de la grande peste noire du XIVe siècle. Et on a suivi l'ADN. C'est génial. On voit les mutations qui apparaissent, qui commencent à protéger l'humain contre cette bactérie super inquiétante, hein, qui est le Yersinia pestis. Puis après, vous voyez les épidémies de Covid, enfin, avant le Covid, du H1N1, 1918, hein, entre 50 et 100 millions de morts, quand l'humanité était à 1,1 milliard d'humains. Hein. Si je fais des proportions pour le Covid, vous imaginez où ça nous ira, on aurait perdu 5 milliards d'humains. Hein. Donc, faire attention, bien évidemment. Et ça part, cette maladie dont je parle, là, ça part d'élevage de canards aux États-Unis, probablement venu de Chine auparavant, ça c'est clair. Et puis surtout, ça tue des gamins de 20 ans, ça tue des conscrits. Voilà pourquoi c'est un secret militaire. La grippe espagnole, qui en parle, c'est ni une grippe ni espagnole, en fait. C'était les secrets militaires de l'époque.
Ça tue les gamins de 20 ans. Donc, mon problème actuel, c'est de me dire, mais comment on arrive aujourd'hui à interdire à ce virus qui va venir, qui demain pourrait tuer des gamins à 20 ans? Parce que le Covid-19, on peut dire tout ce qu'on veut, ce n'est pas une maladie pédiatrique, le Covid-19. Donc, tout ça, nos masques, comment on a réagi. À la limite, on peut critiquer ce qui a été fait. Où je me suis fâché, c'est quand ils m'ont dit on ne savait pas. Ça fait 20 ans qu'on a écrit qu'on allait se prendre un virus. L'OMS l'avait dit. Relisez le comité d'éthique français de 2009. Explique exactement ce qui va se passer. Un virus probablement de Chine, probablement de chauve-souris qui va débarquer. Et voilà, le saut d'espèce a eu lieu, que ce soit sur un marché ou dans un laboratoire, peu importe. Et surtout, l'humain, après, l'a disséminé à une vitesse effroyable. Rappelez-vous ce vol du 20 janvier 2020. Milano, Wuhan, Milano, sont tous malades. Le premier mort qu'on avait la pitié ici, j'ai regardé, c'est un Chinois qui est mort ici au début du mois de décembre 2019, du Covid-19. Après, il y a eu les religieux, vous vous rappelez, dans l'est de la France, à Mulhouse. Il y a eu les militaires français qui rentraient des Jeux asiatiques de Pékin. Puis c'est parti. Taïwan bloque les avions chinois. Le lendemain, bon, ils ont des relations spéciales avec la Chine. Ils arrêtent les avions chinois. On a mis 100 jours à arrêter les avions chinois. On avait le gel hydroalcoolique, on n'avait pas les flacons pour les mettre. Mendes France disait gouverner, c'est prévoir. Churchill aussi, attendez là. On avait des masques, on les achetait. Défectueux, il y avait l'élastique un peu relâché. Des millions de masques ont été détruits 2 ans avant. Donc, on fait tous un monde honorable. Bon, tu vois qu'on arrête de me dire on ne savait pas. Vous comprenez pourquoi on s'est un peu fâché, tous les scientifiques français, quand le président récemment a dit « Ah, vous avez vu l'ampleur du changement climatique, ça fait combien de temps qu'on le dit ?» Où on s'est trompé, c'est que nous, on avait prévu ça pour 2040, ça s'est passé en 2022. Donc voilà, ça c'est Chauvet, et c'est magnifique. Il y avait des rhinocéros à Chauvet, des chevaux, des panthères, des hyènes. Mais ils sont partis, ils sont toutes partis en fait. Première question, qui dessine comme ça? Deuxième question, à quoi ça sert de faire ça? Alors on me dit aujourd'hui, professeur, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Diantre, ce qui sert à quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin, tous ici dans la salle, qui sert absolument à rien et qui vous a apporté du bonheur ou du plaisir? Le câlin du matin, c'est pas pour faire des mômes, hein. Ça sert à rien, c'est génial. C'est l'humanité. Quand Ératosthène calcule 2 siècles avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre par de la pure géométrie, en mesurant les ombres un jour de solstice d'été entre Alexandrie et le Caire, ça sert absolument à rien, c'est génial. Voilà pourquoi j'aime encore les humains, finalement. Donc, je serais parti depuis longtemps vivre ailleurs. Des fois, ils me font honte. Je ne veux pas appartenir à la même espèce, mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Ce paysan qui ramasse la météorite d'Orgueil en mai 1864, quel animal aurait ramassé une météorite? Il oublie 100 ans dans une caisse à oignons. On la retrouve ici, en 2002, elle arrive ici, la rue Buffon. C'est moche comme tout, c'est horriblement laid, ce truc, une météorite. Et les isotopes du chrome, Jean, nous donnent 4,6 milliards d'années, elle a l'âge du Soleil et de la Terre. Quand caresser le caillou, il y a le cœur s'emballe. Hein. Je caresse ça, je suis extrêmement ému. C'est moche comme tout, mais c'est génial. Et c'est le rôle de la science, quand elle n'est pas une opinion, c'est de raconter à partir d'un objet apparemment sans aucun intérêt une merveilleuse histoire. Il faut qu'on vous fasse rêver. Parce que les astronomes arrivent très bien, parce que ça fait rêver, ça nous émerveille. Et le vivant a tout ce qu'il faut aussi pour nous émerveiller, mais on ne le fait plus. Voilà, une goutte d'eau de mer. On est parti de là. On est en 2009. On fait un tour du monde sur 4 ans. Les micro-points jaunes, ce sont des virus. Les moyens points jaunes, ce sont des bactéries. Et les gros, ce sont des protistes. Voilà, ça, c'est l'océan, depuis le début. À peu près aujourd'hui, on peut dire qu'on a 13% du vivant connu vient de l'océan. Donc beaucoup plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. Regardez comme c'est beau, des dinoflagellés marins. Ce sont des pures merveilles, en fait. Regardez comme c'est joli. Ça nous fait la moitié de l'oxygène de la Terre. Tara Océan, un joli mécénat d'entreprise. Il rachète le bateau de Jean-Louis Etienne qui s'appelait Antarctica, qui pourrissait dans le port de Camaret. Parce que Peter Blake s'était fait assassiner sur le bateau au Brésil, il était un peu maudit, ce voilier. Hein. Et donc, on lui rachète son bateau, on l'équipe. On voulait refaire le Beagle au début, des séquenceurs à bord, puis non. Donc, on a fait tout le travail, on a séquencé à Roscoff et à Banyuls, et on ramène 600 000 séquences pas connues. Vous allez voir, assez intéressantes. Et on fait quand même, pour la science, 5 papiers dans Science le 22 mai 2015. C'est pas mal pour un chercheur français. 5 papiers dans le même Science. On gagne notre salaire là, quand même dans ces conditions-là. Les virus, les bactéries, les protistes de l'océan. Et surtout, vous allez voir, regardez, les interrelations entre elles, ces espèces.
Et on montre que dans l'océan initial, depuis le tout début, là, c'est 100 000 analyses d'interaction sont positives. Mutualisme, commensalisme, entraide, symbiose. Beaucoup moins de compétition. Et c'est ce que je dis aux entreprises aujourd'hui. Arrêtez de croire que la survie de l'humanité passera par la compétition. Le vivant nous le montre depuis le début. Infiniment plus de coopération que de compétition. Et si le vivant est toujours là, c'est parce qu'il a coopéré depuis le début. La symbiose est une merveille. Hein, on associe deux espèces. C'est le corail, c'est même une algue et puis un animal. Hein. Et pour les deux, c'est indispensable. Et si le corail perd ses zooxanthelles, ses microalgues, c'est le blanchissement du corail et il meurt. Regardez les merveilleuses couleurs du corail, ce sont les algues qui le colorent en rouge fluo, en jaune vif, en mauve intense. C'est ça, en fait. Hein. La symbiose est à la clé des systèmes. Et nous sommes pleins d'êtres symbiotes dans nous et sur nous. Si on casse ces symbioses, ça ne se passe pas bien du tout. Récemment, ils ont séquencé des bactéries que de centenaires. C'est génial. Hein. Ils n'ont pas les mêmes bactéries que les autres. Est-ce que c'est une conséquence ou une cause? Mais c'est intéressant. Hein. Ce n'est pas les mêmes bactéries intestinales. Et les gens obèses, on voit leur nombre de bactéries en diversité diminuer beaucoup, puis toujours les mêmes. Hein. D'ailleurs, maintenant, on peut refaire des manips qui paraissent dégoûtantes, mais géniales. Hein. On remet du caca de Tifsvel chez un gros, et puis il maigrit plus qu'en bouffant moins. C'est magique. Des essais qui sont faits. Hein. Je caricature un peu l'histoire, mais en microbiologie, aujourd'hui, c'est clair que sur un vibrio, donc le choléra, par exemple, on peut largement avoir autant de résultats en rééquilibrant une flore qu'en traitant aux antibiotiques. En plus qu'on vit dramatiquement, moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, l'antibiorésistance. En ce moment, on crible des bactéries côtières banales, hein, de Biarritz à Nantes, sur la côte, dans Sado, c'est bourré de gènes d'antibiorésistance. Parce qu'on les a mal utilisés. Alors, je ne suis pas contre les antibiotiques, ça a été des produits merveilleux, mais mal utilisés ou surutilisés. Les vétérinaires aussi en ont utilisé énormément, chez les truites, chez les cochons, chez les vaches, chez les poulets, en quantité. Voilà, un sol. Je vais prendre que 3 écosystèmes. Hein. Une goutte d'eau de mer, un sol, voilà un sol, vivant. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, des tardigrades, des lombriques, des nématodes, des colamboles, des acariens. Ça, c'est un sol vivant. 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans tout l'océan. Eh bien, un sol, la France a tué la moitié de ses sols. Maintenant, on fait du criblage, ça marche très bien, on a des gens qui font ça. On fait avant traitement glyphosate et après, vous verrez le résultat. En plus, un sol qui a ces bactéries, c'est génial parce qu'elles font des micro-trous dans le sol, qu'elles enduisent de mucus, comme dans vos poumons, c'est exactement pareil. Hein. Et quand la goutte d'eau rare tombe là, elle s'infiltre là, elle ne va pas ailleurs. On travaille beaucoup avec les très grands groupes en ce moment, ceux qui ont des moyens. On travaille chez Cheval Blanc, on travaille chez Rémi Martin, chez Ruinard. Ils sont tous passés. Il faut absolument, moi c'est un combat fantastique, hein, c'est ramener de la vie dans les sols. Je suis rarement péremptoire, mais on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Et le monde médical, bien sûr, est concerné par ces questions-là, bien évidemment. Dernier écosystème, l'intestin. Ça, c'est l'utérus de la maman, ici, là, qui est bourré de bactéries. C'est une image de synthèse. Hein. Et donc, le tube est quasi accédique chez le bébé à la naissance. Et vous voyez que les bactéries de la maman vont aller ensemencer ce bébé. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours. Hein. Et regardez, ici, on a séquencé donc les microalgues tout à l'heure, hein, de Tara-océan, le plancton. Là, vous avez l'intestin. On a un tiers pour l'ADN codant de nos gènes qui sont les mêmes entre des microalgues de l'océan et nous. On vient du même moule. 2 tiers avec une banane, avec une mouche. Alors, sans aller jusqu'à vous dire, la prochaine fois que vous avez une banane, vous demandez la permission de l'éplucher et de la croquer. Hein. Je ne vais pas aller jusque-là. En tout cas, il y a une communauté d'esprit de vie. L'humain a complètement oublié ça. Quand est-ce qu'on l'enseigne aux enfants? Et voilà votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi. Quand on me dit, monsieur, la biodiversité, ce n'est pas mon truc, attendez. Qu'est-ce qui est plus intime que votre lit? Vous vous réfugiez le soir, vous dormez bien au chaud à 37 degrés, bien humide, avec toutes les humeurs issues des ébats nocturnes. C'est ce que bouffent les acariens. Vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament. C'est génial, entre 1 et 2 millions. Quand même pas me dire qu'on n'a rien à voir avec le vivant. Un jour, un petit garçon, j'aime bien montrer ça aux petits, alors ça les dégoûte beaucoup. Après, ils se grattent, après, j'ai montré ça là. Et puis, un petit garçon qui me dit, mais
il avait vu que j'aimais bien les acariens, il ne voulait pas me faire du mal, alors il me dit, mais quand je me lève faire pipi la nuit alors, et que je reviens au lit, j'écrase mes acariens? Non, ils sont trop petits. Et je rassure ce petit garçon de ne pas écraser des trucs aussi moches que ça. Donc on arrête. Hein. Tout ce qui a des beaux yeux bleus avec des grands cils, on sauve, c'est utile. C'est Manon et des petits poilus tout noirs avec des épines qui sont géniaux aussi. Hein. Une des espèces les plus moches du monde, c'est le rat taupe nu. Bah, il s'est arrêté son vieillissement. Alors, du respect pour le vrac, pour l'ensemble de tout ça. C'est ça qui est très important en fait. Hein. Et voilà, c'est ça la biodiversité. Voilà. Bon, ça en Chine ou en France, ça marche. Si j'enlève le verre, le nickel des couverts, le verre des bouteilles, ben écoutez, c'est que des protistes, des bactéries, et puis du vivant en fait, hein, des farines végétales, animales, c'est que cela. On ne mange que cela. On ne coopère qu'avavec cela. On s'est mis à élever des vaches. Pourquoi pas? Mais il y en a trop, 1,3 milliard de vaches, 30 milliards de poulets. Deux très beaux livres. Marc-André Sellos, Jamais seul, un arbre. Il raconte la vie d'un arbre. Et Éric Batteste, au Muséum aussi, lui raconte justement l'union entre tous ces êtres vivants au niveau d'un bébé qui naît. Et là, toute l'évolution se voit bousculer, bien sûr. On ne peut plus travailler sur le seul être qui nous préoccupe. Hein. On est sur des mélanges très, très subtils d'espèces vivantes en permanence. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, ils ont fait une manip qui serait interdite pour des raisons éthiques en France, récemment au Danemark, en une crèche de bébés. Ils ont fait 4 cohortes. Une, tout est stérile. Ce qui touche, ce qui bouffe, leur drap, tous les jours. Et les derniers, bon, à la limite, ils peuvent aller bouffer un verre de terre dans le jardin. Vous voyez la différence à 2 ans. On émousse nos sens. Et souvent, la guerre du Vietnam a été perdue par les Américains, des raisons de physiologie. Hein. Vous mettez dans une jungle hyper humide à 100 degrés d'hygrométrie. C'est pas si chaud que ça, c'est 32 degrés la forêt tropicale, c'est pas 40. Mais très humide, on ne peut pas faire d'efforts physiques là-dedans. Des gamins hyper refroidis tous les étés, hyper chauffés pendant tous les hivers, c'est fini. Ils buvaient 9 litres d'eau par jour. C'est la physiologie qui a détruit. Alors, ils sont bons, les Américains, effectivement, dans des combats en zone désertique. On peut thermoréguler, effectivement, et transpirer, mais aller transpirer dans des zones où vous avez 100% d'hygrométrie, compliqué. Hein. Oui, cette physiologie. Et là, on va faire une conférence à l'UNESCO dans quelques jours, le 6 avril, sur les effets de la température sur la physiologie humaine. On régule, on dit on est parfait, attendez le coup que ça nous prend. Et les limites physiologiques sont beaucoup plus proches vers le haut du décès que vers le bas. Donc ça aussi, ça nous affecte bien évidemment. Voilà, donc la question est très claire. Cette biodiversité est en danger parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite les pêches maritimes, les forêts, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Voilà, c'est ça les 5 causes. Destruction, pollution, surexploitation, espèces disséminées partout, et puis le climat. Là, je vous ai mis un petit dinoflagellé qu'on connaît bien, nous on travaille beaucoup là-dessus. Il s'appelle Alexandrium, le bien nommé. Il émet une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Il vous paralyse complètement les muscles respiratoires. Et il fait le tour du monde dans les cuves de grands tankers. Toxine paralytique, toxine hémolytique. Des fois, vous avez des venins géniaux qui vont tout concilier, d'ailleurs, et des serpents absolument. Ils ont trouvé des trucs fantastiques. Pour un biochimiste ou un physiologiste, mais ils sont tout inventés. Quoi. La cible, c'est clair, hein, c'est soit l'hémolyse, soit la synapse. Il y a autant de venins que d'espèces venimeuses, mais les deux cibles, on revient toujours pratiquement à ça au niveau du final. Hein. Je détruis les éléments figurés du sang, et je nécrose les tissus, ou j'attaque le système nerveux. Et souvent, ils ont les deux. Un venin de cobra, ça c'est un venin de cône aussi, et c'est foudroyant, hein, dans la merveille de l'efficacité. Et ça, c'est intéressant que l'humain se penche un peu là-dessus. Voilà, donc là, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais on a des milliers de papiers maintenant, depuis les années 2010, qui nous montrent l'effondrement du vivant. Hein. Ça, c'est l'UICN, c'est en France métropolitaine et en Outre-mer, sur 13 ans, ce qu'on a perdu. Et chaque fois qu'on refait un état des lieux, ben, c'est plus bas. Le président Chirac, vous vous souvenez, à Johannesburg, 2004, avait dit, c'est Nicolas Hulot qui avait soufflé ça dans l'oreille, dit ça là-bas, Jacques, il avait dit, la maison brûle et on regarde ailleurs. Et on avait dit à l'époque, je me rappelle, on avait dit, on arrête l'érosion du vivant pour 2010. 2010, je présidais la vénérable maison d'à côté, donc j'ouvre la conférence de l'UNESCO, et je dis, ben, on a raté. Et là, je vois l'humain, dans sa merveilleuse réaction, on a raté, bon allez, 2020. Et donc, je faisais un cours à l'école normale supérieure en décembre 2019 et je dis à mes étudiants, dans une semaine, on aura arrêté l'érosion du vivant.
Et j'en vois début janvier après les vacances, on a encore raté. Quand est-ce qu'on va s'en occuper? Et c'est là que le colloque l'an dernier de l'IUCN à Marseille a été fort. On a dit, écoutez, en 20 ans, on a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Je ne suis pas en train de dire qu'on parle trop du climat, il faut en parler du climat, mais il faut les associer. Pour moi, la perte du vivant qui s'effondre en ce moment est largement aussi importante que le changement climatique. C'est souvent lié, pas toujours, la surpêche du thon rouge en Méditerranée n'est pas associée au changement climatique. Mais alors maintenant, on avait dit climat vivant, même combat. On ne parle plus du climat si on ne parle pas en même temps du vivant. Et ça commence à monter un petit peu. Les rapports du GIEC parlent de plus en plus de vivants. Et c'est avec cette mentalité qu'on a fait la COP 21 à Paris, vous vous rappelez, 2015, décembre 2015, avec 3 buts. Parler de l'océan. 20 COP, on n'avait jamais parlé d'océan climat. Le principal régulateur du climat très loin, c'est l'océan, bien évidemment. Le vivant, comme je l'avais dit, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche que le climat change? S'il n'y a pas de vie sur la Terre, on n'a rien à faire. Hein. Je s'en fous des volcans s'il n'y a pas de vie et d'activité économique humaine, bien sûr. Hein. Et les femmes, c'était la trilogie. Hein. L'océan, le vivant et les femmes. On a fait des choses pas inintéressantes. Il faut voir après comment on arrive à construire dans le temps, bien sûr, là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les amis médecins. Tous les prix Nobel de médecine obtenus grâce à des trucs qui se bouffent même pas, qui servent à rien, évidemment. Hein. L'étoile de mer, Metchnikov, Richesse, c'est la méduse. Von Warburg, c'est les oursins. Hodgkin Oxley, c'est le calmar, qui, ne me demandez pas pourquoi, il a une section de nerfs 1000 fois plus grande que le nerf humain. Et leur micro-électrode de verre, on est à la fin des années 50, marche. Ils sont un modèle mathématique toujours d'actualité sur la transmission d'influx nerveux. Sodium, potassium, magique. On a des modèles marins excellents. La mucoviscidose qui nous a beaucoup intéressés, c'est une mutation sur un CF. Le CF, c'est un transporteur de chlore. C'est pas une histoire marine, cette histoire-là. Il vient d'où le chlore, à votre avis là? On est en plein dedans. Comment une mutation, il manque une phénylalanine en position 508 sur une protéine qui a 1232 acides aminés, comment ça peut entraîner ces symptômes? C'est une histoire marine. Donc, on va nous travailler beaucoup sur les glandes rectales de requins qui sont bourrées de NAK-TPA, transmission de l'influx nerveux, et de CF. Ensuite, il y a eu Hodgkin transmission de l'influx nerveux, je vous l'ai dit. Kandel, c'est Alzheimer et les bases moléculaires de la mémoire. Lui, il travaille sur des plexus nerveux de limaces de mer. Timothy Hunt, c'est la molécule clé du cancer. Le couple cycline-kinase. Ils avaient des gels de l'époque, vous les regardez, il y a une protéine qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît. Donc, c'est une cycline. Et elle apparaît chaque fois que la cellule prend une décision, se diviser, alors qu'elle ne devrait pas le faire. C'est la base même de la compréhension du mécanisme profond du cancer, bien évidemment. L'étoile de mer. Shimomura, c'est les protéines de fluorescence de méduse. Et le trio ici, là, où il travaille sur les télomères des chromosomes, il montre les mécanismes fondamentaux du vieillissement sur un truc qui s'appelle tétrahymena, qui ressemble à rien, acide, qui ne se bouffe pas du tout, qui vit dans les flaques d'eau. C'est génial. Donc, l'intelligence du chercheur, c'est ce que disait d'ailleurs Monod aussi, hein. Et puis Claude Bernard, il dit c'est d'aller chercher le modèle idéal pour la question qu'on s'est posée. Alors, quand on connaît que l'humain et la souris transgénique, c'est pas terrible. Donc, il faut en sortir. Hein, on a parlé tout à l'heure de Médaka, de Zébrafiche, de Xénope. Je fais un cours à la fac de médecine tous les ans, c'est les nouveaux modèles en biologie. Et je leur parle de trucs, ils ne savent même pas que ça existe, mais c'est génial. On va y chercher des mécanismes profonds, plus simples à comprendre, mais qui sont universels. Voilà, alors le climat, quelques mots, ça c'est la COP climat de Valérie Masson-Delmotte. Donc on est parti, alors bien sûr, à chaque fois on dit, mais vous êtes sûr alors maintenant ils ne peuvent pas dire que le climat ne change pas. Mais vous êtes sûr que l'humain est pour quelque chose? Alors on a regardé les volcans, on a regardé les taches solaires, et ça, c'est clairement lié aux activités humaines, en fait, finalement. Ça s'envole. Regardez les tâches ici. Ça, c'est les durées et les importances des vagues de canicule. Et nous ne sommes que là. On est en 2022, on est là. Vous avez vu l'été dernier? Alors, c'est pour ça que moi, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure et puis coller la trouille indéfiniment aux gens, mais il faut dire que ça ne va pas s'arrêter comme ça, en fait. Hein. C'est pour ça, quand on nous dit, ouais, on ne comprend pas comment le climat s'est mis à changer, attendez, ça fait combien de temps qu'on le dit? Là, on a une vague de climato-scepticisme qui reprend. Ils ne disent pas que le climat ne change pas, mais ils disent que l'humain y est pour rien, parce qu'ils se rendent compte que les efforts à faire pour conjurer ces problèmes-là ne sont quand même pas simples. Et pourtant, il faut y aller. Mais maintenant, tous, vous nous aidez, parce que moi, je vois pareil, avec des banques d'affaires, je vais de plus en plus dans les banques d'affaires. Le Crédit Agricole, j'ai une série de conférences chez eux. La Maïf, toute une série de conférences. Les entreprises ont compris. L'Oréal aussi, je ne veux pas les citer plus que d'autres. Hermès, tous ces gens-là sont partis sur des changements profonds. Ça, c'est clair.
Parce que, aussi pour une raison très simple, c'est que le business ne sera pas possible si on laisse tout dériver, bien évidemment. Hein. Mais c'est important, en fait. Et puis, dans les consciences des gens, chez les petits, chez les moyens, chez les grands, souvent on me dit dans l'entreprise, je me rends compte que, il me dit, bah, écoutez, on est content que l'entreprise vous ait invité parce que ça change notre façon de voir. Une jeune fille qui me dit l'autre jour, après l'appel pour l'océan avec Jean-Louis Etienne à Cherbourg, professeur, ce que vous dites, c'est terrible, mais je pars avec le sourire. Voilà. C'est ça que je veux gagner. Je veux pas revenir sur des choses où on est tous effondrés à la fin et puis on ne fait plus rien du tout. Alors ça, c'est les prévisions de Météo France, le schéma du modèle du double faisceau en début janvier 2022. Ça, c'est le 18 juillet 2022. Bordeaux est là. 39 degrés à Brest, 42 degrés à Bordeaux. La forêt landaise commence à cramer ce jour-là. Bon, ça c'est fortuit, ça aurait été à quelques jours près. Hein. La Gironde brûle, les Landes brûlent. Un an avant, Vancouver, des villages à 16 degrés d'été, 52 degrés. Le Pakistan cette année. C'est vrai que comment on réagit. Et puis la mer qui monte, on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc tout ça c'est intéressant parce que les prévisions qu'on fait là, elles sont encore, bon finalement, ça va être encore un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne s'appuie pas sur notre système actuel, on ne reste pas à pleurer. We have to change. Comment est-ce qu'on le fait? Et la seule façon de faire, effectivement, l'inaction serait la pire des réactions. Hein. Einstein avait dit un truc très beau, il disait, mais comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créées? On est en plein là-dedans sur le changement climatique et sur l'effondrement du vivant. Hein. Donc on se retrouve les manches et on change collectivement au niveau scientifique, au niveau politique, au niveau ONG et au niveau entreprise. Il nous faut les 4 piliers pour pouvoir réussir dans la vélocité du changement qu'on doit appliquer en ce moment, finalement. Donc la température, juste 2 mots pour vous dire que dès que la température augmente, chez un humain aussi, vous augmentez votre métabolisme, donc votre consommation d'oxygène, et vous bougez. Et tout bouge en ce moment. Les virus, les bactéries, les champignons, les algues, les plantes, les animaux, les humains. On migre vers le nord dans l'hémisphère nord, on migre vers le sud dans l'hémisphère sud. Le moustique tigre, cette année, je travaille avec Denis Malvy, qui est l'infectiologue du CHU à Bordeaux, qui est excellent sur ces pathologies-là. Il a gagné 20 départements l'an dernier sur l'été 2022. Il peut se retrouver en Belgique et à Lille. Hein. Il transmet le Zika, le chikungunya et puis la dengue. Presque 100 cas de dengue déclarés en métropole cette année autochtone. Vous avez vu ça? Les leishmanias qui repartent là. Je ne pense pas que le palu va revenir, mais ça, tout le reste, on va les récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Le suivi des virus dans les eaux usées, l'antibiorésistance. Donc, tout ça demande un programme intellectuel scientifique entre les médecins, les vétérinaires et les écologues. Il faut vraiment, je vais terminer là-dessus, c'est très important. Alors, ma merveille récemment à vous raconter qui m'a fait pleurer, janvier 2023, des collègues marquent une jeune barge rousse, elle avait quelques semaines, cet oiseau-là, celui-là. Là. Ils lui mettent une bague en Alaska. 11 jours après, on la récupère en Australie, si on ne pleure pas là-dessus, et les chasseurs français les tuent. Ça, je dis souvent que les femmes, si elles avaient plus accès aux affaires, ça ne se passerait pas comme ça. Jamais de femmes en Antarctique, interdite. On a broyé les manchots, on ne savait pas encore que c'était des oiseaux, ils n'avaient pas de nom pour faire de la graisse pour les baleiniers. Aucune femme jamais en Antarctique. La première qui a pu débarquer, c'est 1974. C'était interdit aux femmes. Qu'est-ce que je vous dis? Quelle situation? Mais de toute façon, les mêmes mecs trouvaient qu'en 1947, elles ne votaient pas. Bah, c'était comme ça, c'était bien. Quoi, hein. Donc, vous ne voyez pas qu'il faut un petit peu changer ces mentalités. Il faut d'abord changer là-dedans. Si j'arrive à vous en persuader, après on pourra faire tout le reste. Mais il faut d'abord changer là-dedans. Qu'est-ce qu'on mange, comment on se déplace, comment on vit, comment on ne se laisse pas faire. Il disait ça aussi, Einstein disait, vous savez, le monde ne va pas mal des méchants, des jaloux, des affreux. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Vous avez vu les réactions des ingénieurs récemment là, sur les grandes écoles, le Polytechnique, l'AgroParisTech, mes étudiants, donc je dois laisser des petites graines. Hein. J'ai eu comme élève il y a 3 ans à Sciences Po, Camille Etienne, Paloma Maurice, qui sont les principales aujourd'hui influenceuses sur ces questions-là. Hein. Je dois semer trop de graines, je ne sais pas, en tout cas ça marche. Sur AgroParisTech, j'aurais dit, vous avez raison sur le fond, révoltez-vous, mais pas sur la forme. Ils veulent devenir éleveurs de moutons dans le Larzac. Attendez, d'abord on bouffe trop de moutons, et deuxièmement, mes jeunes gamins que je forme au lycée agricole de La Réole sont meilleurs pour élever des moutons qu'un type qui a fait 10 ans d'études d'agronomie à AgroParisTech, hein, qui est rentré dans le monde entreprise pour les changer de l'intérieur. Ça, c'est super important. Voilà, donc n'oubliez pas 2 choses aussi, c'est que le climat qui change affecte le vivant, c'est facile à comprendre, mais le vivant qui s'en va change le climat.
Si on enlève les arbres, il ne pleut plus. C'est très important à prendre en considération. Donc, le vivant qui est parti change le climat. Idem en mer, c'est pareil en mer, regardez. Je surpêche les petits poissons pélagiques, ceux-là, chachard, maquereau, sardinelle, anchois. Je les prends tous. J'effondre les oiseaux marins qui les mangent. J'effondre des baleines qui les mangent et des pinnipèdes, des phoques. Et j'effondre les poissons de haut de gamme qui les mangent, y compris les thons. Or, le poisson le plus rentable au monde, c'est le thon aujourd'hui. On n'a jamais pêché autant de thon. On gagne beaucoup d'argent avec ça. Il s'est vendu chez moi en pays catalan à Collioure, à Port-Vendre, il y a maintenant 6 ans, une femelle de thon rouge, 1,2 million d'euros. Les types, c'est comme nous sur les grands crus, hein, sur un grand Margot, un grand Saint-Émilion, ils viennent le goûter, il faut une biopsie, et puis ces poissons atteignent des prix incroyables. Alors évidemment, avec ces prix-là, vous imaginez bien qu'on sort des marchés classiques de la pêche. Un bon tiers de ce qui est débarqué au niveau mondial des pêches est géré par des mafias dans le monde aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup moins dangereux en plus que de s'occuper de drogue ou de trafic de jeunes femmes, hein, parce que les peines sont assez faibles finalement. Il y a un beau papier dans Nature en décembre de l'année précédente, et il montre, c'est vraiment super intéressant en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus là, ceux-là, ils ont disparu, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du zooplancton, des larves de poissons, de crustacés. Lui, il explose, il n'y en a plus, ils ne sont pas bouffés. Qu'est-ce qu'il mange? Du phytoplancton. Et lui, qu'on a vu tout à l'heure, joue un rôle déterminant dans la capture du gaz carbonique par l'océan. On change le climat en pêchant trop. Donc tout est lié. Comment... Vous voyez, il faut de la science partout, à tous les niveaux, pour avancer sur ces questions-là, bien sûr. Hein. Voilà, pour terminer, donc qu'est-ce qu'on fait à long terme? Une transformation. Avec Edgar Morin, on discute souvent, et je vais plus loin, moi. Tous les deux, on est physiologistes. Une transformation aussi profonde, vous savez comment ça s'appelle? Pour nous, ça s'appelle une métamorphose, en fait. Il faut vraiment aller très loin dans nos mentalités, nos façons de faire aujourd'hui. Donc, tout ça, l'accès à l'eau, c'est absolument fondamental. Hein. Les déchets divers et variés. Donc, première possibilité, la bioaspiration. Ce très joli livre de Janine Bénus en 97, Innovation Inspired by Nature. Ça, c'est très important. Donc, on en fait beaucoup. Et aussi les sciences participatives. On est vraiment parti à fond là-dessus. C'est un travail vraiment du muséum et de quelques universités. Le muséum, c'est 500 chercheurs. 20 000 personnes qui nous appellent tous les jours. J'ai ramassé ma première prune, ma première cerise. Et là, on démontre, c'est très fort, 10 000 enquêteurs. Pourquoi ils m'intéressent, ces gens-là? Parce qu'ils sont partout et tout le temps. Moi, je ne peux pas l'être. Je n'ai pas les moyens pour payer ces gens partout. Hein. Et c'est très fort. Par contre, c'est facile de séduire. Hein. Ça, je sais faire. Après, il faut fidéliser. Ça, c'est autre chose. Donc, comment vous restituez ce qu'on va faire avec ça? Professeur, qu'est-ce que vous allez faire avec mes chiffres, avec mon oiseau que j'ai vu à tel endroit? Donc, il faut vraiment restituer très bien. C'est un vrai travail de tous les jours, ça. Hein. Eh bien, on montre que nos papillons ont fait 114 km vers le nord en 18 ans et nos oiseaux 33. Pour 1 degré de plus, les Français devront faire 250 km vers le nord. Voilà, là, vous avez toutes les cartes de répartition qui changent. Une réserve que vous avez faite ici pour telle espèce, elle sera plus valable pour telle espèce. Je perds en ce moment dans ma forêt de la Massane, tout à l'heure on l'a vu, mes espèces qui étaient là auparavant. Je vais être remplacé par des espèces marocaines. Il y a une terrible immigration qui débarque, vous imaginez un petit peu. Hein. Ils ont traversé la péninsule ibérique et puis ils arrivent en France. Mais être migrer vers le nord, c'est la hêtraie la plus sud en France. Elle souffre horriblement de la sécheresse 2003, la canicule, puis maintenant ce qui s'est passé l'an dernier. Hein. Donc tout ça est très intéressant à réfléchir. Sciences participatives, bioinspiration. Puis on va terminer là-dessus sur les relations avec la santé publique. Là, vous avez effectivement le tigre. Là, vous avez une carte thermique de chez nous à Paris. Là. Il y a, en 2003, là, on a mis un thermomètre au centre du jardin. Et puis, je voulais embêter mes copains de l'école normale supérieure. Donc, je suis allé rue d'Ulm. Il y avait 8 degrés d'écart. 18 000 morts dans le nord de la France. C'est-à-dire ça a moins cogné, parce que, à peu près 1000 morts par chaque crise, par chaque type de canicule en France, parce qu'on a pris des précautions. On ne vous rappelle à l'époque comment ces pauvres malheureux arrivaient complètement déshydratés dans les urgences d'hôpital à l'époque, durant les 2 premières semaines d'août 2003. Ça avait été terrible, hein, 18 000 morts. Et pas à Marseille, ni à Perpignan. Hein. On mourait à Rennes, on mourait à Paris, on mourait à Brest, dans des zones où justement les gens ne sont pas habitués à ces vagues de chaleur, pas éduqués pour boire avant d'avoir soif. Ça, c'est très, très important. Je vois également des épisodes totalement démunis au niveau affectif aussi, tout seul, abandonné et perdu. Là, l'aspect social est fondamental. On se bat pour ramener maintenant dans les cours d'école à Paris et ailleurs de la végétation.
en enlevant le bitume pour que si on doit réagir très fort avec tous les gens âgés, le seul endroit qui est vide pendant l'été, ce sont les écoles, bien sûr. Et pour que les gamins aussi aient de la biodiversité. Aujourd'hui, un des drames qu'on vit en sens de la vie de la Terre, c'est qu'ils ne peuvent plus sortir. Comment vous allez expliquer ce qu'est un fossile si vous n'avez que les collections de tiroirs de l'école? Ça ne vaut rien du tout. Pour les amis dans une carrière, tiens, j'ai trouvé un oursin, il y a eu la mer ici. Un corail, il a fait chaud ici. Ils sont gamins de trouver ça. Parce que non seulement on leur a tué leur connaissance, mais on a détruit l'esprit critique. Et c'est largement aussi important pour comprendre le changement climatique et l'effondrement du vivant, l'esprit critique, que tout le reste. Donc, si j'enlevais les maladies ni à l'âge, on n'allait pas se mettre à poil sur une plage en 1940, hein, ni les maladies qui sont liées à l'âge, ben, toutes ces maladies sont liées à des questions de pollution, d'empoisonnement, de toxiques, de modifications bactériennes et virales. Le risque immunitaire est en train d'exploser en ce moment, hein, ce n'est pas le fait du hasard. Les allergies aussi, par exemple, ça a des relations avec le vivant. Hein. Donc tout ça, c'est très lié. Et finalement, le principal risque, la principale maladie, c'est la pauvreté. Donc c'est le principal but des Nations Unies, éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce qu'il a tué le Covid? Beaucoup de pauvres. Comment il a cogné sur la population d'Amérique du Nord noire? Pas parce qu'ils étaient noirs. Ils étaient gros, ils bouffaient mal, ils étaient pauvres. Pareil chez nous. La malbouffe est une vraie catastrophe. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, moi je dis une femme enceinte ne devrait pas du tout manger autre chose que du bio. Mais elles n'ont pas d'argent. Comment l'État ne les aide pas? Dès le premier jour de grossesse, il faut que cette femme ait accès à une nourriture correcte pour que le bébé se développe normalement, bien évidemment. Il y a plein de papiers qui sortent qui montrent les effets de ces produits sur le développement en fait, des bébés. Alors, je ne suis pas un fanat du QI, mais bon, ils ont regardé beaucoup. Et ils montrent en fait aux États-Unis que c'est en train de se dégrader en fait. Alors, ils me disent, vous savez, c'est tout récent. Je dis, c'est pas récent. Parce que si c'était récent, vous n'auriez pas élu Trump. Hein. Ça fait un bout de temps aux États-Unis qu'au niveau des neurones, il y a quelques problèmes quand même. Hein. Ça, je peux dire ça en Californie, moi en Alabama, mais bon, c'est intéressant. Comme tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je vous montrais l'ensemencement des bactéries du utérus de la maman chez le bébé, parce que c'est ironique, nous dit si ça se passe mal, le bébé a des gros soucis par la suite. J'ai écouté quelques candidats aux élections, à mon avis, ça a dû très mal se passer pour eux. Je ne donne pas de nom, bien évidemment. Je termine. Voilà, ça c'est les limites de l'humain. En un siècle, on mange 2 fois plus. On a 3000 kilocalories, on a bouffé 2 fois plus qu'on bouffait il y a 100 ans. On a pris 15 cm en hauteur, c'est la moyenne mondiale. Garçons et filles mélangés. 30 kilos en masse corporelle, y compris bien sûr l'obésité. On a gagné 35 ans d'espérance de vie, c'est bien. On a multiplié par 7 les humains, ça c'est un peu moins bien, hein, depuis 1860. On a multiplié par 10 les rendements agricoles. Alors l'économie par 20, je ne sais pas comment ils sortent ça. Ça c'est intéressant parce que tout est au taquet. J'ai regardé le maïs, le blé, les tomates, tout est au taquet. On ne fait pas un gramme de plus depuis 15 ans en agriculture avec les pesticides et les engrais. Pas du tout. On a tué les sols. Donc, si on veut faire plus, il faut changer. Il faut ramener de la vie dans les sols, de la productivité. Et deuxièmement, bien sûr, que l'eau puisse circuler correctement dans ces sols en question. Et puis on arrive à un cynisme total, parce que là, on vous dit, ces types-là, ils font le 100 mètres en 11 secondes, je sais pas, il fait 140 kilos, vous ne l'arrêtez pas si vous êtes bourré de stéroïdes anabolisants. Hein. Évidemment, comment est-ce que je fais? Et là, l'humain s'est leurré en trichant. C'est la durée de vie des femmes et des hommes. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait avec des collègues de l'Hôtel-Dieu. Je m'intéresse beaucoup au sport olympique. Là, vous avez en bleu, c'est le 800 mètres plat. En vert, c'est le saut en hauteur. En rouge, c'est le lancement du poids. Les femmes et les hommes. Premier gag, nulle part une femme a été mesurée avant 1920. Il n'y a pas un humain qui a mesuré une femme qui courait, qui sautait, qui lançait un truc avant 1920. Rien, ça n'existe pas. Vous me direz, elle ne votait pas non plus, de toute façon. Hein. Alors, maintenant qu'on a des chiffres, on voit que les femmes ont bien progressé. Hein. Vous voyez effectivement qu'elles ont fait des progrès, mais le problème, c'est celui-là. Regardez, je dis à mes amies femmes que j'adore, hein, j'ai les filles, qu'est-ce que vous faites hein? Aujourd'hui, les femmes actuelles sont 1,50 m derrière les Allemandes de l'Est en 1986. Bourrées de méthyltestostérone. Jamais de règles de leur vie. C'est ça le progrès. C'est ça l'envie qu'on a de donner à nos enfants pour demain. L'humain doit accepter ses limites, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, on est au taquet pour les records, on ne va pas les augmenter indéfiniment. C'est intéressant, par contre, ça c'est intéressant pour nous directement, c'est qu'on montre que tous les gens qui ont fait une finale olympique vivent plus longtemps, malgré le dopage. On a beaucoup parlé de Poulidor, évidemment, hein, il meurt à 84 ans, là récemment. La gloire sans maillot jaune.
Anctil et Fignon meurent à 52 ans tous les deux d'un double cancer du foie. Le fameux Mano à Mano 64, Anctil était bourré d'amphétamine, il avait bouffé un méchoui dans les Nevalir avant, il était à 2 doigts d'arrêter. Et il continue. Et puis, Poulidor perd le Tour de France pour moins d'1 minute, pour 59 secondes. Donc c'est là que. Mais il a vécu 84 ans, Poupou. Finalement, il y a une justice divine quelque part, je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder cela, bien sûr. Là, on va faire les Jeux Olympiques, on va s'attacher beaucoup à ça. Et quand le patron du Tour de France me disait encore récemment, bah, Gilles, il ne se dope plus. Attends, je croirais, le jour, ils iront moins vite. Chaque année, on va plus vite. Contador, il est mesuré dans l'Alpe à 485 watts. Je suis désolé, je n'aime même pas faire la prise de sang. Il est bourré de PO, le type. On fait des transfusions totales, on allant rester à 3000 mètres, après on vient s'en changer le sang au niveau. C'est là que ça ne va pas. Puis quand vous écoutez Virenque, ce n'est pas lui qui a inventé le PO. Hein. Donc, aujourd'hui, comment nous réagissons tous, c'est très important. Je termine. Voilà, alors en fait, on n'a pas augmenté l'espérance de vie maximale. Jeanne Calment reste la recordwoman du monde. Elle est morte il y a 12 ans, à 122 ans et 164 jours. Je suis ça au jour près. Parce qu'on avait une sœur française qui était la doyenne de l'humanité il y a encore quelques jours. Elle est décédée il y a un mois. C'est une Espagnole qui a pris le relais. Elle n'a que 116 ans depuis le 2 mars 2023. Là. On n'augmente pas ça. Ce qu'on augmente, c'est très clair, et ça on le voit très bien chez nous, hein, le nombre de centenaires. Ça, c'est clair. En gros, à 100 ans, il y a 3 femmes pour un homme. Et à 110 ans en France, il n'y a plus aucun mâle. Il n'y a que des femmes. Au-delà de 110. Alors, vous avez un petit avantage. Je ne sais pas si c'est vos œstrogènes qui vous protègent, en tout cas, parce que votre vie n'est pas moins dure que celle des garçons. Donc, c'est intéressant de regarder effectivement cela, en fait. Hein. Et ce qui est intéressant dans les chiffres de l'INED, il naît un peu plus de garçons que de filles en France en ce moment, dans les bébés. Et à 25 ans, c'est magique. Hein. On regarde les chiffres. On a exactement, en France, à 25 ans, le même nombre de filles et de garçons. La nature est bien faite, elle est dure, bien travaillée. Chacun trouve une copine ou un copain. C'est pas fait pour ça. Et après, ça ne fait que diminuer pour les garçons. Et je vous dis, à 100 ans, Edgar Morin, ben, il y a 3 femmes pour un Edgar Morin qui a le même âge que lui. Donc, c'est intéressant de regarder cela. Alors, je termine par les zoonoses, qui sont des maladies qui passent de l'animal à l'humain. 60% des maladies actuelles sont parties d'animaux. Les 3/4 des maladies récentes sont parties d'animaux. Il apparaît 5 maladies nouvelles par an dans le monde. 3 viennent d'animaux. Et 80% des agents qui ont des possibles utilisations en matière de terrorisme viennent effectivement d'animaux. Donc, les zoonoses, c'est ce qu'on appelle le saut d'espèce, le passage d'un protiste, d'un virus ou d'une bactérie de l'animal à l'humain. Ça peut aussi venir de plantes aussi d'ailleurs. Hein. Parce que nous, on regarde tout le système en fait. Voilà, donc ça c'est le schéma général qu'on travaille dans le cadre de Présode. On a lancé ça le 1er octobre 2020 à l'Assemblée nationale. C'était Houssin qui représentait les médecins, c'était nos amis de Maison Alfort, les vétérinaires. Et puis moi, je représentais l'écologie. Donc, comment, en travaillant ensemble, on lance un vrai programme national. Alors, il est parti, ça s'appelle Présode, au niveau européen et mondial avec l'OMS. Mais maintenant, il y a des régions comme la Nouvelle-Aquitaine qui s'en est emparée avec une forte volonté politique. On a lancé un grand projet avec beaucoup de moyens sur un système One Health en Nouvelle-Aquitaine. 3 buts. Le premier, c'est l'accès aux soins. Nous sommes dans des déserts médicaux, dans la Creuse, hein, ou dans la Haute-Vienne. Pas de médecins, pas de vétérinaires. Chez des éleveurs, c'est vraiment dramatique. Hein. Le deuxième aspect, c'est effectivement de booster la recherche scientifique, de refaire nos médicaments chez nous et pas les laisser partir en Chine. Et la troisième, c'est très simple, mais c'est très important, c'est l'activité physique. Les filles n'en font plus. Aujourd'hui, moi, les gamins, ils me disent à l'école, ils ont des certificats médicaux pour ne pas faire de sport. Les gamins, vous allez sur la plage d'Arcachon l'été, les cuisses se touchent à 8 ans. 7 heures d'écran par jour en bouffant des chips. On nous tue cette génération-là, hein, on l'a vu aux États-Unis déjà. Hein. Là, il y a vraiment un effort fantastique, obligé tous les jeunes à faire. Je ne parle même pas de sport, activité physique, c'est fondamental. On espère que les Jeux Olympiques vont nous booster pour aider à pousser vers les jeunes pour avoir l'activité physique. C'est fondamental dans ces relations avec le vivant. Voilà, One Health, c'est ça, je pèse chaque mot. Approche qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, végétale, animale et environnementale, aux échelles locales, nationales et planétaires, et puis toutes les maladies que vous connaissez ici. Hein. En ce moment, on a quand même pas mal de dégâts. On a le virus du Cribé-Congo qui débarque là, transmis par l'éthique, Lyme qui repart comme jamais. On a eu ces cas effectivement de dingue autochtone.
le fièvre de la vallée du Rift, la fièvre de la vallée du Rift, on a parlé du monkeypox pas mal, des choses qu'on ne connaissait pas chez nous, bien évidemment. Oui, je reviens juste au schéma avant, puis après je vais terminer. C'est ça il faut que je vous montre. On regarde tous les pathogènes qui nous déciment nos élevages, de poissons, d'oiseaux, de mammifères, hein. Les questions de pollinisation, les questions d'impact de polluants industriels, les problèmes effectivement de nuisance sur les économies de végétaux, hein, et puis la déforestation. Tout ça est mis en relation dans une grande base de données et on inclut là-dedans l'antibiorésistance que j'évoquais tout à l'heure. Plein d'exemples que je pourrais vous donner. Voilà, je vais terminer là-dessus. Regardez ce qui se passe chez nous en ce moment. Ça, c'est les foyers de grippe aviaire en ce moment au Pays Basque. Super inquiétant. Le H1N1 de 2018, qui tue entre 50 et 100 000 humains, est parti d'élevage de canards aux États-Unis. Hein. Alors, ce qu'on a là encore ne sont pas transmissibles à l'humain, mais demain, on peut très bien l'avoir. Les oiseaux sauvages transportent ça. On est sur un couloir de migration. Mais des fois, je râle parce que quand j'étais président du muséum, un jour, il me dit voilà, on va tuer les flamants roses de la ménagerie. Alors, vous me passerez sur. Moi, je suis comme le paysan de base. Hein, vous me passerez sur le corps avant de me tuer mes flamants roses. Hein. On se rend compte que le virus suivait exactement la ligne du transsibérien. Ça m'a beaucoup plu. Faire de la science. Je dis, mais ils faisaient comment les virus pour venir en Europe quand il n'y avait pas de train là? Et on découvre dans le train un trafic de poussins vérolés de un jour. L'humain encore derrière tout ça qui transportait ces virus en fait vers l'Europe. Ça, c'est très, très préoccupant. Voilà, donc c'est le papier un peu au départ de 2010 qui nous Felissa Kessing dans Nature qui nous dit voilà, plus vous appauvrissez la biodiversité en nombre d'espèces dans les milieux et surtout au sein de ces espèces, la variabilité génétique, c'est aussi important que le nombre d'espèces. On a fait des clones de pins, des clones de vignes, des clones de pommiers ou de bananes. C'est terrible, ça. On ne peut pas résister au changement avec des trucs comme ça. Garder un maximum de variabilité là-dedans, parce qu'on laisse le champ libre à la sortie de ces espèces-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire différemment. Il faut arrêter de détruire la biodiversité et arrêter de détruire aussi la diversité au sein de la diversité. Voilà, donc garder une biodiversité élevée, avec des écosystèmes très riches, complexes. Biodiversité égale productivité dans la nature, beaucoup plus de productivité qu'avec peu d'espèces. Alors qu'ici, avec ça faible, eh bien, on va garder... en ce moment, on va avoir un merveilleux élevage de rats dans Paris, je ne vous raconte pas. Hein. Vous avez vu ce qui se passe là? J'en voyais, ils sont un peu plus gros qu'un chat aujourd'hui. Hein. Donc, bon, ouais, une scène à sec avec des rats plus gros que les chats, je ne sais pas si c'est le fantasme qu'on a en 2040. Hein. On va faire nager les gens dans la Seine pour les Jeux Olympiques, j'attends de voir. Hein. Voilà, un point de philosophie. Quand ce monsieur Chirobino disait ça, il n'y avait ni écologie ni écologisme. C'est intéressant. Hein. Et la transformation radicale de Chirobino, ça s'appelle une métamorphose. Hein. Et là, je rebondis avec Edgar Morin. On a vu un débat intéressant avec Edgar, c'était est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public? C'est une belle question pour un chercheur. La controverse, oui, mais pas la polémique. Or, vous avez des types, le boulot, c'est polémiste. Je ne sais pas que ça existait, moi. Je suis polémiste. Aucune science derrière tout ça, bien évidemment. Voilà, avec Edgar, il nous dit en fait, la Terre, c'est un vaisseau spatial à 4 moteurs, la science, la technique, l'économie, laquelle, et le profit. Bon, dans l'économie capitaliste, je peux le comprendre. Hein. La question est claire, c'est comment je vis ici, où j'aime vivre, j'ai une famille, des enfants, des petits-enfants, des amis, bien sûr, je crée de l'emploi. Comment je fais ça durablement, sans détruire l'endroit dans lequel j'habite, ni l'endroit où d'autres habitent. C'est ça vraiment la question qui est posée aujourd'hui. Hein. Et puis il dit Edgar, ben, c'est vrai que le futur, il est quand même pas terrible. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup chez Edgar, il y a toujours de l'improbable dans l'humanité. Le pire n'est pas certain. Et il dit en fait, il faut une conscience humanitaire planétaire. Il disait au président Macron, ceci, c'est intéressant. Et puis il disait encore au président Macron il y a quelques semaines, il disait en fait, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, ça s'appellera Jean-Michel, il est l'usage que l'on en fait. Alors, on revient à la base des systèmes de philosophie depuis longtemps. Voilà, donc je finis là-dessus. Pourquoi le vivant a-t-il été capable de vivre aussi longtemps? Un, il a innové en permanence, depuis toujours. Il innove, il innove, il innove. Parce qu'il n'innove pas, il est condamné. Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, le vivant. C'est intéressant. Ce vivant, il fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Je ferai un jour je fais un cours sur la libellule, c'est magique. 100 km/h avec 2 watts, 9 techniques de vol. Elle voit 360 degrés, 300 images à la seconde. On est ridicule à côté. Un collègue qui est pilote de Rafale. Mais le Rafale est très compliqué parce que quand il fait un virage sur l'aile, le Rafale,
il encaisse 9-10 fois l'accélération, 10 G, l'accélération de la Terre. Et si vous n'avez pas des abdominaux d'enfer, vous êtes écrabouillé dans l'avion. Ça fait hurle de souffrance. L'humain est en syncope à 10 G. Ils prennent 9 G. Ma libellule, elle en prend 30 depuis 345 millions d'années. Alors, je leur dis à tous, vous voulez pas aller voir comment elle fait, là? Au lieu de mettre des parkings sur les mares et puis des pesticides dedans. C'est ça qu'on a perdu, en fait. Et je suis allé faire une conférence sur la nouvelle Jeanne d'Arc, qui est le Tonnerre, le porte-hélicoptère de la Marine nationale à Toulon. Et on a passé une nuit sur le bateau, c'était impressionnant. J'étais avec Thierry Marx, qui est un grand copain, et Thierry a une très belle philosophie là-dessus aussi. Alors, je monte mon truc, ils sont tous contents, ils me disent, professeur, c'est bien. Mais à la fin, le pacha me dit, mais quand même, Gilles, j'aurais du mal à mettre 3 commandos d'infanterie de marine sur ta libellule. Je dis, oui, mais je parle d'inspiration, pas de copie directe. Ensuite, la nature ne fait jamais un système où elle va s'empoisonner. Elle fait des poisons ultra violents qu'on arrête de me dire qu'elle n'est pas dangereuse. Bouffer de l'aconite, bouffer d'un venin de cône, vous êtes foudroyé en quelques secondes un humain. Mais il sait les dégrader. Ces molécules ne vont pas l'empoisonner à terme. On a inventé 50 000 molécules de synthèse qui nous empoisonnent tous les jours. Le chlordécone à la Martinique, un cube de carbone avec 7 atomes de chlore. Jamais le vivant ne sera dégradé ça. Il devrait être en tôle, le chimiste qui a mis ça en place. Mis partout, pour gagner 5 centimes sur le prix des kilos de bananes, on leur a empoisonné leur sol pour 2 siècles. Comprends après qu'ils ne veulent pas se faire vacciner après. Hein. L'État leur a collé ce produit-là et maintenant, ils n'ont plus aucune confiance, ni dans l'État, ni dans la science. En fait. C'est vraiment des questions qui sont essentielles. Et surtout, ce qui est génial, imaginez tout ça, là, nos poubelles, là, bah dans la nature, ça n'existe pas. Il y a toujours un acheteur gratuit pour ces déchets. Faites un gros caca, il y a des scarabées dessus le lendemain. Hein. Et quand l'ONF vient me dire, Gilles, on a un problème à Fontainebleau avec les chevaux qui sortent des clubs, on a du crottin de cheval et 20 scarabées morts par crottin de cheval. Alors ça me fout en boule. Donc je dis au club, voilà, c'est clair. Ou les chevaux qui ne suivent pas de traitement vermifuge vont dans la campagne, mais ceux qui vont dans la campagne ne sont pas traités au vermifuge. En plus, c'est l'ivermectine, hein, ce produit que Raoult avait prétendu actif contre le coronavirus. Hein. La chloroquine et l'ivermectine, ça ne marche pas contre le coronavirus. Toujours est-il que c'est là quand même que... Vous voyez, le diable est dans le détail, en fait. Sortir des chevaux, oui, mais pas traiter au vermifuge, c'était tellement évident. Et puis pour finir, voilà, le vivant travaille dans des conditions ambiantes, température, pression, et le vivant travaille avec les éléments qui sont abondants. Une énorme parcimonie pour les trucs rares. On a un poil de sélénium dans les humains, mais un fifrelin, on ne peut pas vivre sans, mais c'est super contrôlé par le système vivant. Et là, dans mon smartphone, j'ai 60 éléments de tableau de Mendeleïev. Où est-ce que demain, je vais chercher des trucs, l'iridium, on a aussi également le titane. Alors, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention. Voilà, donc ma conclusion, et j'arrêterai vraiment là-dessus. On change notre économie stupide et suicidaire actuelle qui consiste à permettre du profit en détruisant ou surexploitant le vivant et la nature. Merci.